nous avons vu le droit, les considérations juridiques de la copropriété et je dirais de la propriété à plusieurs d'ensemble immobilier. Le droit, dans cette matière-là, je dirais, pour avoir participé à des réflexions sur le sujet, également avec Maître Selam qu'on a vu tout à l'heure, ça ne peut pas être simple. Il y a une certaine mode aujourd'hui à réclamer de la simplification, mais il faut se rendre à l'évidence, ça ne peut pas être simple, et pourtant ça doit être vécu par des gens dont la préoccupation n'est pas de faire du droit, mais de vivre dans un logement et de participer à la vie collective d'une copropriété, d'ailleurs souvent à minima, être le moins embêté possible. Les textes qui régissent toutes ces constructions juridiques ignorent peut-être un peu trop l'humain, ou en tout cas sont fondés sur un humain rêvé. Un humain bourgeois. D'ailleurs, dans les règlements de copropriété, on voit que l'immeuble est à destination d'habitations bourgeoises. On a du mal à l'expliquer, d'ailleurs, ce que ça veut dire exactement, mais on voit tout de suite les racines de ce que ça peut évoquer. Et en fait, ces humains sont de nature très différente. Et on a aussi un système qui est très monolithique du point de vue juridique et qui s'applique à des contextes extrêmement différents. Donc c'est un petit peu l'objet de cette table ronde d'examiner, enfin de parcourir un peu le vécu réel de ces constructions juridiques, de ces organisations dans la réalité, avec des ensembles qui vont de l'immeuble haussmannien, alors là réellement bourgeois, au logement social, en passant par la copropriété de vacances, de bord de mer ou de montagne, les résidences-services, etc., etc. Donc des réalités qui sont extrêmement variées, avec des contraintes et des vécus, mais probablement une constante qui a été évoquée tout à l'heure, qui est que le copropriétaire qui achète, en fait, il achète un logement, il achète un appartement, et le reste, finalement, a tendance un petit peu à l'insupporter. Alors, on l'engage dans des structures avec des textes qui les régissent, qui sont assez difficilement lisibles pour le commun des mortels, et donc après, il faut faire vivre ces structures, et je dirais que les syndics professionnels, donc il y en a autour de la table, là, sont, je dirais, condamnés à vivre un petit peu avec ça. Voilà. Alors donc, moi, je vais commencer par... alors oui, petite remarque quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que on parle de copropriété, en fait, mais en réalité, le statut de la copropriété, aujourd'hui, s'applique de moins en moins par rapport à une construction juridique qui fait intervenir donc de la division en volume et d'autres structures de gestion d'un certain nombre d'équipements. Et je ne crois pas beaucoup m'avancer en disant que à peu près 70 à 80% de ce qui se crée de nouveau aujourd'hui se crée dans des structures de ce type-là, et que la copropriété, en fin de compte, ça ne gère que des petits morceaux de ces constructions juridiques dans des volumes, alors qu'il y a dans la même structure juridique des parties en monopropriété, des parties qui sont des résidences étudiantes, des locaux commerciaux, des bureaux, etc., etc. Voilà. Bon, je vais aborder... Alors, nous avons des syndics autour de la table, et je vais commencer par leur poser un peu la question. Donc, commençons par Étienne Desquirez, qui est... Desquirez ou Desquirez Desquirez. Desquirez, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous êtes, pour ne pas me tromper... directeur général et président du directoire de Sergic. Bon, vous avez des patrimoines immobiliers qui sont très variés. Comment est-ce que vous
Comment est-ce que vous voyez ce vécu de la copropriété et comment vous vivez cette explication, cette pédagogie qu'il faut faire aux copropriétaires de la structure de gestion de leur immeuble, alors que, en fin de compte, ils sont là peut-être pas pour très longtemps, ils sont là pour des raisons très précises, que finalement l'affectio societatis qu'il y a dans une copropriété est réduit à son extrême minimum. Voilà, un petit peu témoignage de vécu de syndic. Vécu de syndic. Alors bonjour à tous. Alors, Sergic gère actuellement 3500 immeubles, globalement semi-national, c'est-à-dire Paris, Nantes et tout le nord de la France, même si on a des présences dans le sud. Et forcément, 3500 immeubles, vous avez du 5 lots, 6 lots, jusqu'à, je pense, le record chez nous, c'est 900 lots. Voilà, donc effectivement, on gère une multitude de types d'immeubles. Et la discussion en parallèle de ce qui a été dit juste avant, qui était très juridique, réglementaire, et très intéressante au demeurant, de manière très concrète dans les immeubles, c'est forcément plus compliqué que ça. Voilà. Ce qui est vécu, tout simplement, on est dans les élections présidentielles, ça ressemble énormément à ce qui se passe dans la démocratie française. Vous avez des électeurs qui sont les copropriétaires, qui nomment une espèce de conseil de surveillance un peu ad hoc, mais on l'a très bien dit, ça a été évoqué, qui ressemble beaucoup au modèle belge, c'est-à-dire très peu de pouvoir, et est élu, pas le président de la République, est élu le syndic, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en France, on est élu en gros tous les ans, on peut être élu éventuellement jusqu'à 3 ans, et en moyenne, un syndic reste... c'est national, reste 13 ans sur l'immeuble, donc est reconduit 13 ans. Je pense qu'au Québec, c'est 3-4 ans. Donc vous voyez, les modèles sont totalement différents. Ils ne se résument pas qu'à l'aspect juridique, les modes d'usage sont tout simplement complètement différents. Alors après, le syndic, c'est un sport national, je ne vais pas me plaindre, c'est un métier passionnant, mais le syndic passe son temps comme le président de la République à s'en prendre plein la figure, on l'appelle pour dire que c'est pas bien, voilà, on l'accuse de tous les maux, en plus on n'a pas confiance, c'est pas qu'il magouille mais c'est pas loin, et malgré tout, ça reste quelqu'un qui a quand même ce poste de tiers de confiance. C'est-à-dire que même si on nous en met plein la figure, à un moment donné, on se réfère quand même au syndic comme le tiers de confiance. C'est un peu curieux, c'est un peu le côté, quand il y a des attentats, on se retourne quand même vers Hollande. Il y a ce côté un peu curieux, voilà. Il y a le côté un peu paternel, où on tape, mais ça reste quand même un petit peu le sage. Ça donne une ambiance un peu particulière. Alors, face à ça, ce groupe d'individus, vous imaginez une copro de 300 lots, c'est 600 habitants, avec un syndic, un conseil syndical qui fait un peu la partie ping-pong, doit relever des défis absolument passionnants. La rénovation énergétique. Là, dans à peu près 2 mois, nous avons une assemblée générale. On doit faire voter 15 millions de travaux. Imaginez sur un plan social, de sociologie, pardon, comment avoir une décision partagée par un groupe de 500 copropriétaires pour d'un commun accord décider 15 millions de travaux. Mais d'où vient l'initiative? Enfin, comment ça se passe pour arriver jusqu'à l'Assemblée générale et présenter un projet comme ça? D'où est-ce que c'est parti, par exemple, dans ce cas-là? Alors en France, ça c'est mon opinion, c'est peut-être un peu tranché, mais effectivement ça a été dit dans le groupe précédent, si on ne tranche pas un peu les propos, voilà, c'est la contrainte. C'est rarement quelqu'un qui se lève et qui lance un projet et tout le monde applaudit des deux mains, souvent c'est contraint. C'est tout simplement une mise aux normes, c'est-à-dire c'est les pompiers qui disent si c'est pas mis aux normes, au bout d'un moment il y aura un problème. Et donc souvent c'est la contrainte d'un élu, d'une réglementation, d'une contrainte juridique qui fait que le syndic est saisi du problème. Donc les copropriétaires disent mais ça c'est au syndic de le gérer. Le conseil syndical applaudit des deux mains, généralement, en disant oui, c'est le syndic, c'est pas moi. Et c'est le syndic qui prend le dossier, jusqu'à le présenter à ce conglomérat qui est l'Assemblée générale. Voilà. Et donc le syndic a un rôle forcément un peu de flic, mais aussi de pédagogue, et même de commercial, parce qu'il va falloir aller vendre ces 15 millions de travaux. Voilà. Donc vous avez ce défi-là, qui est législatif, qui est réglementaire. Vous avez d'autres défis encore, c'est-à-dire vous avez parlé de copropriété, nous on appelle complexe ou mixte, en volume si vous voulez. Oui, on en mixant. En fait, complexe. En France, la grande mode, c'est la revitalisation de quartier. C'est-à-dire un élu dit moi je veux que vous me refassiez tout le quartier. Et je veux du logement social, je veux de l'habitation, je veux des commerces.
Je veux du tertiaire, je veux forcément du senior, et au passage, si vous mettiez un hôtel, parce que l'offre hôtelière n'est pas assez forte. Voilà, débrouillez-vous, ça c'est votre boulot. Donc le modèle copropriété classique d'un immeuble commence à évoluer fortement, on en a parlé. Une dernière chose que je tenais à évoquer, c'est que vous avez un mouvement de fond qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, qui est quand même le digital. Alors on en a très peu parlé, mais ça touche les modes d'usage. D'ailleurs, c'est pas que l'iPhone ou le Samsung qui change, c'est l'usage qu'on en fait. Et je pense que là, les copropriétés doivent aussi réfléchir à ça. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de discussions sur le groupe d'avant sur qui doit avoir le pouvoir, quelque part. Hein. L'Assemblée des copropriétaires ou le conseil d'administration, conseil de surveillance. Et on a bien l'opposition. Là, c'est assez tranché entre le modèle québécois, belge et français. Moi, je pense que le digital peut remettre de la démocratie là-dedans. On peut très bien avoir une assemblée générale tous les ans, si c'est ça la loi française, mais avoir des conseils d'administration québécois en mode vidéoconférence, en mode digital ou avec des documents où on peut voter en ligne. Il y a des modèles, je crois, au Québec, mais je l'ai vérifié aux États-Unis, où on vous fait élire sur Trump ou Clinton, mais en passage, on vous demande si le square d'en face, vous voulez le transformer en lieu plutôt artistique, plutôt ceci, plutôt cela. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'aller mettre un peu plus des démocraties, ce qui m'aiderait bien pour les travaux à 15 millions d'euros. C'est-à-dire que si on en parle une fois par an, effectivement, je sais que ça ne passera pas. Si régulièrement on en parle, si régulièrement on prend des décisions un peu plus rapides grâce au digital, qui ouvre des voies fantastiques, je pense qu'en fait, on pourrait avoir un système mixte, un peu plus de pouvoir au conseil d'administration, mais ne pas oublier l'Assemblée des copropriétaires, qui est quand même à un moment donné assez souveraine. Je vous avoue que pour un Français, comme moi, un peu gaulois sur les bords, le modèle québécois, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace, c'est un fait, je l'ai vu, mais il est quand même un peu choquant, quoi. Ça donne l'image d'une démocratie dirigée par un dictateur un peu éclairé. Les copropriétaires, ils ne savent pas, on va gérer pour eux. Il y a quand même un peu ce côté-là. Les pouvoirs intermédiaires. Oui. Vous savez, il y a eu des grandes discussions. Le dictateur éclairé, c'est pas si mal que ça. Bon. Pour un Français comme nous, c'est compliqué. Alors là, je suis peut-être dans des jugements, mais quand nous disons il faut faire évoluer la loi, n'oublions pas la culture française, n'oublions pas cette histoire, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire comme ça. C'est même quasi, en tout cas dans des délais courts de 40-50 ans. Je crois beaucoup plus à une adaptation, une conjugaison en intégrant les nouveaux modes d'usage que sont le digital. Et n'oubliez pas non plus que la génération Y, je sais, c'est éculé comme sujet, hein, génération éculée, enfin, on en parle depuis 20 ans, mais justement, comme on en parle depuis 20 ans, la génération Y, ils ont actuellement 38 à 45 ans, et tous les jours, ça m'est arrivé encore hier soir et ça m'est arrivé encore ce matin, des personnes me disent « mais moi je commence à m'intéresser à ma copropriété, je commence à rentrer dans le conseil syndical ». Ben moi quand je vois mes enfants qui ont 20 ans, leur faire subir ce que je fais subir à mes clients dans le mode français d'une copropriété, d'une tenue de conseil syndical, jamais ils accepteront de faire ça. Émargement à la main, 2 heures d'attente, décision mal levée, et on est parti sur des sujets qui des fois sont totalement inintéressants et sans vision à long terme. Je pense que cette génération Y, dans 2 ans, peut-être 3, grâce au digital, va prendre le pouvoir. Et je pense que la loi, à ce moment-là, va bouger par l'usage, pas par les avocats, pas par les juges, pas par les législations. Je pense que la loi va accompagner ce mouvement. Mais le mouvement de fond, ça va être nos enfants. Certains sont parmi nous, là, d'ailleurs. Il y a quand même des générations, plutôt génération Y. Mais je pense que le mouvement de fond va venir de là. Dans 2 ans, 3 ans, le conseil syndical sera très jeune. Mais dans le sens d'une démocratie directe, c'est-à-dire dans le sens d'une participation directe du copropriétaire par le biais du digital à des décisions, à des consultations, ou en tout cas préparation de décisions, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire le réglage. Mais oui, pourquoi pas une démocratie directe ? Ou en tout cas plus direct. Vous savez, les élections présidentielles, c'est exactement le sujet. Il y a des candidats qui ont dit « moi je ferai appel à des référendums ». Voilà, c'est des sujets très proches. Hein. Ça a été mentionné par notre représentante belge tout à l'heure, et c'est quelque chose un phénomène que j'ai beaucoup ressenti moi, par exemple en me promenant ou en discutant avec les gens dans le salon de la copropriété chaque année, c'est le sentiment que les copropriétaires de base ont l'impression qu'il y a une espèce de collusion entre un petit groupe de gens qui s'agglutinent autour du syndic et qui
finalement font une espèce de forteresse difficilement prenable. Quand ils posent une question aux membres du conseil syndical dans l'ascenseur, on leur dit oh, vous inquiétez pas, on s'en occupe avec le syndic, c'est maîtrisé, vous inquiétez pas. Quand ils critiquent, on les envoie sur les roses. Et donc l'impression d'une espèce comment dire, d'impuissance du copropriétaire de base par rapport à cette espèce de noyau syndic et conseil syndical. Est-ce que vous ne le sous-estimez pas, vous, en tant que syndic, ce phénomène ? Non, enfin... Et cette colère qu'on voit en assemblée générale, des fois poindre d'une manière un peu imprévue, hein, dans certaines assemblées générales, alors que finalement tout se passe bien avec le conseil syndical ? Je ne pense pas que nous la sous-estimons, ou ceux qui la sous-estiment sont, à mon avis, condamnés. Non, c'est qu'elle nous arrangeait bien. C'était facile de se mettre bien avec 10 copropriétaires, qu'on appelle un conseil syndical, et une fois qu'on tient le conseil syndical, en France, vous tenez la copropriété. Et comme on est élu, en fait, c'est exactement comme les politiques. Hein. Ils prennent les personnes influentes et une fois qu'ils tiennent ces personnes influentes, ils tiennent le pays. C'est très comme ça. Donc, ça n'est pas une démocratie, c'est vrai. Mais personne n'est naïf dans la profession, tout le monde le sait. Tout le monde courtise le président, le membre du conseil syndical et les autres copropriétaires. C'est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire, vous êtes quoi ? Vous êtes un habitant ? Bon, quand j'aurai le temps. On peut dire ce qu'on veut. C'est pas bien. Après, on a des contraintes. Hein. C'est pas facile non plus. Un groupe de 700 personnes à animer, c'est même infaisable au passage. Hein. Donc, c'est tout un système. Au moins, le système québécois est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que c'est clairement affiché. On s'occupe que du conseil d'administration, à peu de choses près. Emmanuelle Barbet, pour ne pas me tromper, vous êtes directrice expertise en copropriété chez Coopération et Famille. Coopération et Famille, qui est une coopérative qui dépend du logement français. C'est un bailleur social. C'est un bailleur social. Et c'est un important syndic. C'est un syndic. On gère à peu près 16 000 autres copropriétés, mais surtout, on est bailleur. Donc on est propriétaire de 25 000 logements, dont 40% sont situés dans des copropriétés. Et globalement, le groupe Logement Français, qui représente 80 000 logements, a quasiment 30% de son parc en copropriété. Donc pour nous, la question de la copropriété, elle est très importante. La copropriété en logement social. Hein, donc, oui, voilà, dans le logement social. Mais c'est pas la copropriété dans le logement social, c'est la copropriété mixte avec un propriétaire qui se trouve être un bailleur social. Ça pose des questions pour nous très fortes en termes d'entretien du parc. En tant que bailleur, on a un certain nombre de réglementations obligatoires auxquelles on ne peut pas répondre en copropriété. En tout cas, assez peu souvent, car c'est très difficile de convaincre les copropriétaires d'aller vers des programmes de travaux ambitieux. On y arrive parfois, mais ça reste quand même un combat très long. Et en plus, on cumule deux difficultés. On cumule ce que vous disiez, hein, le fait de gérer, quand on est syndic, des copropriétés très importantes avec tous les aspects de diplomatie que ça peut comporter, mais dans laquelle on cumule en plus un rôle de copropriétaire majoritaire. Donc pour les copropriétaires privés, c'est extrêmement dur de se sentir représenté, de se sentir considéré dans des copropriétés dans lesquelles, non seulement il y a un syndic qui décide de tout, mais en plus, il y a un copropriétaire majoritaire qui s'avère être la même personne que le syndic, qui en plus a envie de faire des travaux à 40 000 € du logement pour faire une rénovation énergétique. Donc pour nous, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. On s'interroge sur les modes de gouvernance. On voudrait faire évoluer ces modes de gouvernance. C'est pour ça que c'est très intéressant, les questions qu'on a évoquées ce matin, hein, sur la manière dont on peut se voir de manière plus régulière, etc. On se posait la question de faire évoluer le conseil syndical sur des instances plus participatives. Et puis la question qui se pose aussi pour nous, c'est l'intégration de la voix des locataires aussi dans la gouvernance de la résidence. Donc on essaye de développer des conseils de résidence qui pourraient nous permettre de lier les opinions des locataires et des copropriétaires. C'est très difficile, mais parfois on y arrive. Et puis parfois on arrive à des situations de blocage où on abandonne le mandat de syndic parce que le conflit est tel qu'on a intérêt à avoir un interlocuteur extérieur qui soit là en plus de notre rôle de propriétaire majoritaire. On s'appuie sur les collectivités quand on peut, mais on est quand même dans un contexte où chaque copropriété, on a une stratégie qui est à mener, qui est différente de copropriété en copropriété. Et juste pour terminer, pour en discuter beaucoup avec l'ensemble des bailleurs sociaux, notamment en Ile-de-France à l'Union, c'est un problème qui est de plus en plus fort pour les bailleurs sociaux. Coopération et Famille, c'est particulier parce qu'on a une histoire de coopérative qui fait qu'on a un parc très important en copropriété. Mais aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs sociaux développent fortement leur parc en copropriété. Ils sont très souvent à 10-15% de leur parc. Et de ce fait, par la vente HLM en majorité, de ce fait, ils sont eux aussi de plus en plus confrontés à ces questions. Et donc, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant pour le monde social. Oui, c'est une réalité d'ailleurs qui est... oui.
Je voudrais juste faire une parenthèse. Bon, le hasard fait. Je vous ai pas encore présenté. Ah oui, Michel Bonetti, mais on verra après. Oui. Bon, j'ai travaillé dans un bureau d'études avec une collègue qui a fait une enquête pour Coopération et Famille. Et bon, je me permets de le dire parce qu'elle ne peut pas le dire elle-même. C'est un cas exceptionnel de cohabitation entre des locataires du logement social et des copropriétaires. C'est assez hallucinant, lié justement à la fois d'ailleurs lié à la conception des immeubles d'une part et au mode de gestion qui a été mis en place. C'est important d'assister là-dessus. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. C'est effectivement intéressant de le constater, parce qu'en fin de compte, il y a deux réalités qu'on ne voit pas bien, je dirais, pas dans le grand public, mais disons dans le milieu immobilier. C'est d'abord l'émergence, je dirais, d'un parc social extrêmement important en copropriété. Donc une présence maintenant des bailleurs sociaux en tant que copropriétaires, et puis de plus en plus en tant que syndic, hein, parce qu'ils adoptent de plus en plus l'activité, en s'organisant, en mutualisant ou bien en se lançant tout seul. Et puis l'autre réalité que ça révèle, c'est que finalement en France, 50% finalement des occupants des logements en copropriété sont des locataires. Et ça, c'est une réalité qui est un peu occultée dans la vision classique de la copropriété, parce que les syndics ne voient que les copropriétaires, et on a l'impression que la copropriété, ça ne concerne, je dirais, la gestion de l'immeuble en copropriété ne concerne que les copropriétaires. Or, en fait, les locataires sont très présents et ils payent 70% des charges. Oui. Je me permets juste de dire que je suis allé voir mon cher voisin sur la droite, en Belgique, ainsi que d'autres personnes extrêmement brillantes. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire en France, Étienne, tu raisonnes droit napoléonien. Si tu n'es pas passé chez le notaire, tu n'as rien à dire en assemblée générale. Et c'est une erreur fondamentale. Voilà. Alors, juste au passage, on a d'ailleurs travaillé une offre spécifique là-dessus qui invite les locataires en assemblée générale. Donc, merci. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille ce sujet-là. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub. Alors, ce qui est quand même impressionnant. Vous êtes près de la Belgique, vous. Hein, ah oui, non, on va copier chez nos amis belges. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la réaction du terrain est plutôt virulente. C'est-à-dire qu'on doit passer par un conseil syndical, puisque c'est le conseil syndical qui nous propose en AG. Et généralement, le conseil syndical dit non, nous on est 5-6, ça va très bien comme ça. Si on est trop nombreux, ça va être compliqué. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt la génération Y qui trouve que monsieur a complètement raison. C'est-à-dire que nous, locataires, ou les locataires font l'ambiance dans un immeuble, ils ont au moins le droit à la parole, ils peuvent participer au moins aux discussions, aux échanges. Mais pour l'instant, le conseil syndical de base français, c'est non, ils ne sont pas propriétaires, ils ne sont effectivement pas passés chez le notaire, donc ils ont le droit surtout de se taire et payer leur loyer. Alors, dans le logement social, là chez vous, dans la copropriété privée, les locataires sont diffus. Hein, ils sont locataires de bailleurs diffus. Vous avez des paquets de locataires qui sont locataires d'un même bailleur. C'est souvent vous, ou ça peut être un autre bailleur social. Et il y a des associations de locataires. Comment est-ce qu'on arrive à faire dialoguer, je dirais, ces associations de locataires avec le conseil syndical, avec les structures de gouvernance de la copropriété? Ça dépend vraiment des copropriétés. C'est vraiment propre à chaque copropriété. Par contre, ce qui a vraiment évolué... Est-ce que vous essayez de le faire? On essaye de le faire. Ça dépend du contexte. On essaye de le faire. Et puis, il y a aussi la loi qui nous oblige à convoquer les associations de locataires en assemblée générale. Et ça nous permet aussi de le faire, même si le conseil syndical n'est pas forcément extrêmement, effectivement, preneur sur cette question-là. On invite les représentants des amicales de locataires en assemblée générale. Ça permet déjà de créer une première mixité, en tout cas dans cette instance-là. Il y a des endroits où on crée des conseils de résidence dédiés, où on a effectivement les interlocuteurs locataires et copropriétaires. Ça se fait surtout quand on a des gros projets de réhabilitation. Pour nous, c'est ça qui va lancer la dynamique de mettre un peu tout le monde autour de la table, puisque quand on fait des concertations, on va concerter autant les copropriétaires que les locataires sur les éléments de définition du programme de travaux. Donc c'est plutôt sur des contextes de dynamique de renouvellement qu'on peut arriver à créer ça. Après, on a pour ambition d'arriver à le créer de manière générale sur les copropriétés qu'on gère, mais c'est pas une évidence, et c'est vrai qu'il y a encore une résistance assez forte.
Yves Van Hermen, vous êtes syndic en Belgique et ancien président de l'IPI Bruxelles, l'Institut professionnel des agents immobiliers. Alors, vous aviez un petit mot, vous m'avez dit que vous avez un petit mot à dire sur le... On va rentrer tout de suite dans ce sujet-là. Alors, allons-y sur le... Parce que je pense que l'IPI, c'est la très très grosse différence entre la France et le Canada. L'IPI, c'est un ordre. Vous ne pouvez pas être syndic de copropriété en Belgique sans être reconnu par l'Institut. Et nous avons un pouvoir de coercition, donc nous pouvons radier des syndics et ils vont faire un autre métier que celui de syndic. Donc ça, c'est déjà très très important. Et c'est la même chose pour les courtiers. Donc si un jour vous voulez venir travailler en Belgique, vous devrez être reconnu par l'Institut professionnel des agents immobiliers, donc l'IPI. Et donc ça change aussi beaucoup de choses. Pour revenir à ce que Maître Mostin disait tantôt, l'IPI a pris la direction d'un plus grand professionnalisme du métier de syndic. Et donc, c'est pour ça aussi que le conseil de copropriété, conseil syndical, a moins de pouvoir, n'a plus qu'un pouvoir de contrôle, puisque le seul organisme vraiment responsable de la réalisation de ce que l'Assemblée générale a demandé, c'est l'IPI. Et donc, il n'y a plus qu'une tête sur laquelle on peut aller taper. C'est d'ailleurs celle qui est assurée aussi. Et on va toujours taper là où on peut aller chercher des sous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le fonctionnement en Belgique et vraiment différent par rapport... Et il faut savoir que d'une manière générale, l'IPI gère syndic et courtier, donc ceux qui font de la vente et de la location, gèrent à peu près 1200 plaintes par an de consommateurs. On va en classer 70% sans suite parce qu'on a un ordre, donc nous on va au niveau déontologique et pas au niveau civil ou au niveau pénal. Et ça, les gens ont un peu du mal à comprendre. Et on vient radier ici, sur les 5 dernières années, il y a quand même une quarantaine de syndics qui ont été radiés de l'Institut. Donc ça veut dire, vous prenez la clé de votre société, vous la mettez en dessous du paillasson et vous allez faire autre chose. Donc ça aide. Ce qui fait que le taux de satisfaction en Belgique des syndics est assez élevé. On est très heureux. Donc il y a une association qui s'appelle Test Achat, qui est une association de consommateurs, un peu comme l'UFC Que Choisir en France, c'est le même niveau. Et le taux de satisfaction des syndics en Belgique est de 73%. Nos honoraires ne sont pas les mêmes non plus. Donc moi je suis syndic sur Bruxelles. Mes honoraires forfaitaires sont à 27,50 € par mois et par appartement, et je ne descends pas en dessous de ce prix. Voilà. Je crois que des syndics qui vont rêver de venir travailler en Belgique. Oui, mais il faut être reconnu. Bon. Alors, donc ça, c'est une chose, mais quand on voit la satisfaction des copropriétaires, ça veut dire aussi des assemblées générales. Il y a des bons et des mauvais partout, mais la satisfaction est assez grande. Donc on est vraiment dans un contact direct, je dirais, du copropriétaire avec un syndic qui est dont la qualité est garantie par cette organisation. Comme Maître Mostin a dit, c'est l'Assemblée générale qui va décider des gros travaux qu'on va faire. Tous les travaux d'entretien et des travaux urgents sont de la responsabilité du syndic. S'il a besoin d'une assemblée générale complémentaire, il va convoquer une assemblée générale complémentaire en cours d'exercice. Mais est-ce que, pour la gestion au jour le jour, est-ce que vous avez des interlocuteurs ? Est-ce que finalement le fait de... Non, j'ai aucun interlocuteur. Je prends la décision. Ouais. Moi, j'ai reçu mon mandat de l'Assemblée générale et le conseil de copropriété, il est là pour contrôler principalement que je réalise ce que l'Assemblée générale m'a demandé de faire. Donc il intervient en fin d'exercice alors ? Non, il peut intervenir pendant. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il doit faire 2 rapports semestriels vers les copropriétaires pour dire, voilà, nous avons contrôlé le syndic et il doit le faire 2 fois par an. Bon. Alors, est-ce que c'est vraiment toujours utile ? Il y a des copropriétés où il n'y a rien qui se passe. Parce que le tissu copropriété en Belgique, il faut quand même bien se rendre compte, c'est que 90% des immeubles en copropriété en Belgique ont moins de 10 appartements. D'accord. Donc c'est beaucoup de petites copropriétés qui sont gérées principalement par des syndics qui sont des copropriétaires dans 50% des cas. Alors c'est plutôt bourgeois, c'est plutôt je dirais des gens aisés, ou est-ce qu'il y a aussi de la copropriété plus populaire ? Oui, on a de tout. La copropriété s'installe vraiment partout
parce que la place pour le bâti en Belgique, au niveau densité de population, je vous rappelle qu'on est quand même dans les 3 premiers au niveau mondial, donc on a encore moins de place qu'autre part. Donc la copropriété apparaît vraiment partout. Ça, c'est clair, net et précis. Même dans les petits villages, on voit des copropriétés qui apparaissent à l'heure actuelle. Et quand on voit les problèmes où les gens ne sont pas satisfaits en copropriété, quels sont les problèmes? J'ai été reprendre le top 5. Là. Le premier, c'est le défaut de paiement. Bon, alors ça, c'est normal. Les copropriétaires, ils sont solidaires. Il y en a qui ne payent pas leurs charges, les autres ne sont pas contents. Et les 3 points suivants, c'est le vécu ensemble en copropriété. Ce n'est pas nécessairement des problèmes de gestion, c'est des problèmes d'occupation des communs injustifiés, donc des gens, je ne sais pas moi, qui laissent leurs poussettes dans les couloirs ou ce genre de choses. C'est les problèmes de bruit, de troubles de voisinage, c'est des comportements individualistes. Alors j'entendais tantôt, les gens, ils ont l'habitude, ils ont l'impression qu'ils sont dans leur maison. Non, ils vivent ensemble dans une communauté. C'est une copropriété forcée, le titre de la loi en Belgique. Ils n'ont pas le choix. Quand ils rentrent, ils font l'adhésion à un acte de base. Forcée. Ah oui, en Belgique, ça s'appelle la copropriété forcée. C'est la couleur, au moins. Ça, au moins, c'est clair. Et l'acte de base est un acte d'adhésion. Donc, quand quelqu'un achète un appartement dans une copropriété, il adhère aussi au règlement de la copropriété. Et puis, la dernière chose, c'est ce que vous aviez dit aussi, c'était le manque de transparence des syndics. Et je pense effectivement que là, au niveau digital, il y a des choses qui sont maintenant tout à fait accessibles. Moi, par exemple, toute ma comptabilité est en ligne. Ils voient toutes les factures, ils voient tous les extraits de bancaire. On n'a pas de chèque. Ça, c'est super. Virer les chèques en France, je ne sais pas pourquoi vous gardez ça, et au Canada aussi. Je me rappelle d'une visite chez Yves Jolicoeur où on voit des copropriétaires qui viennent donner 12 chèques pour payer les mensualités. Et vous devez gérer ça. Nous, on ne comprend même pas comment ça existe encore. Et nous, on n'a pas de problème de chèque en bois. Donc voilà. Pour être clair, les paiements se font par virement? Oui, exclusivement. Ça a été très vite en Belgique. Le chèque est devenu payant et les gens ont arrêté d'utiliser des chèques et puis c'est fini. Il y avait aussi une chose que je voulais vous dire. Sur les 10 dernières années, par rapport aux travaux en copropriété, le top 3, c'est des travaux façade et toits d'isolation thermique. Ça représente 36% des travaux en copro qui ont été réalisés. Il y a tout ce qui est ascenseur qui est aussi très important, mais ça, c'est la législation européenne qui a poussé à la mise en conformité des ascenseurs avec la législation. Et donc en France, vous avez dû faire à peu près la même chose. Et puis le 3e poste, c'est tout ce qui est modernisation chauffage, qui sont les postes importants. Donc il y a quand même 2 postes qui sont au niveau énergétique, qui sont là, et qui sont poussés aussi par des aides de l'État pour isoler les bâtiments, pour rénover les chaufferies, parce qu'a priori, en copropriété, entre 25 et 50% des charges, c'est la production de chauffage et d'eau chaude. Donc si on travaille sur ces thèmes-là, vous diminuez les charges. Et c'est là aussi que je pense que le syndic a un rôle à jouer. Bon, je me trompe ou finalement vous nous dépeignez un vécu de la copropriété qui est plutôt homogène et plutôt satisfaisant, non ? Oui, moi j'ai l'impression, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème. Il y a des bandits partout, toujours. Bon, il faut savoir aussi, par exemple, allez, petite devinette, qui sont les 2 plus gros syndics en Belgique? Allez-y, vous les connaissez. Hein. Foncia, et le deuxième? L'AMI. Bon, ces 2 groupes français se sont implantés il y a quelques années en Belgique. Et Foncia, surtout, ils avaient acheté des cabinets et des portefeuilles, ils avaient acheté pour 50 000 lots à peu près. 5 ans après, ils ont perdu la moitié. Parce qu'on ne gère pas la copropriété en Belgique comme on la gère en France, et ils ont voulu un petit peu importer leur modèle, et ça a claqué. Bon. Donc voilà. Mais okay. Alors, est-ce que c'est parfait? Non. Ouais. Mais je pense que le professionnalisme aide à aller dans la direction, dans une bonne direction en tous les cas. Yves Jolicoeur, vous n'êtes pas syndic, mais vous êtes très investi dans le domaine de la copropriété. Donc, je ne vous présente pas, on vous a déjà présenté tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment est-ce que vous voyez les choses, ce vécu de la copropriété? Est-ce que c'est un vécu heureux? En France, ce n'est pas un vécu heureux. Hein.
Ben, généralement, les copropriétaires sont heureux avant d'acheter. Généralement. Et quand ils vendent? Et pas, je ne suis pas tout à fait sûr là-dessus. Ah oui. Alors, écoutez, ça va être très brutal ce que je vais vous présenter parce que, en faisant une étude récente en droit comparé, on analysait la législation ontarienne et la législation ontarienne traite les copropriétaires de consommateurs d'un bien. Bon, je me suis dit, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la copropriété, c'est comme une voiture? On connaît sa durée de vie utile. Et récemment, je rencontrais la ministre de la Justice et je lui disais ce qui suit. Un consommateur au Québec est mieux protégé en achetant un véhicule automobile qu'il est en achetant un immeuble qui pourtant sera son patrimoine le plus important de sa vie. Bon. Et elle sourcillait lorsque je lui ai dit ça. Je dis, on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est un copropriétaire? Ben, c'est quelqu'un qui s'intéresse à s'acheter un logement. Dans la commercialisation qui est faite au Québec de la copropriété nouvellement construite, généralement, on va avoir une publicité de jeunes couples avec un verre à vin sur un sofa, dans l'attente d'une extase totale qui va être l'achat de son appartement. Nous, c'est le ciel qui les attend. Malheureusement, c'est souvent l'enfer qui les attend, mais c'est le ciel qui les attend. Nous avons également la Ville de Montréal qui, cherchant à revitaliser Montréal, a lancé un projet d'accès à la propriété. Alors, je vous cite les 6 bonnes raisons d'acheter à Montréal avec accès à condo. C'est fort intéressant. Ben, pour vivre et demeurer à Montréal. Bon, évidemment, c'est un peu conflictuel. C'est bien. Pour profiter d'un outil financier qui vous permet de réduire votre emprunt hypothécaire tout en acquérant avec seulement 1 000 $ d'acompte une copropriété de qualité à prix abordable à Montréal. Pour saisir l'occasion de vous créer un actif à valeur sûre, pour jouir de la richesse du milieu de vie montréalais, de la vitalité culturelle, pour vivre et élever votre famille à proximité des écoles et des institutions postsecondaires, des services de loisirs municipaux, des pôles d'emploi, pour profiter de l'accessibilité au transport en commun, un choix économe et écologique pour tous les membres de votre famille. Assez charmant comme publicité. 1 000 $, vous devenez propriétaire d'un appartement à côté. C'est génial. Alors moi, je veux être propriétaire pour 1 000 $. Je vais être propriétaire d'un logis qui vaut $250 000. Jamais on dit en amont à un acheteur, c'est quoi être copropriétaire? C'est quoi les responsabilités? C'est triste à dire, mais la copropriété, c'est souvent un régime qui déresponsabilise les gens. On s'imagine quand quelque part, quelqu'un s'occupe de vous. Mais malheureusement, des fois, il n'y a pas personne qui s'occupe de vous. Et comme Maître Monstein disait, si vous avez la malchance du dernier au dernier niveau que ça coule, ben celui du premier n'a rien à cirer de votre problème. Alors, la copropriété en amont, c'est une problématique d'éducation. Les gens ne savent pas ce que c'est un copropriétaire. Les gens ne savent pas ce que c'est vivre dans un logement collectif. Et l'Ontario a bien compris la chose, puisque leur législation oblige maintenant les promoteurs immobiliers à avoir un guide d'information dès le début, oblige les promoteurs immobiliers à constituer des carnets d'entretien du bâtiment, les études de fonds de croyance, c'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus pérenne de ce que c'est une copropriété. Lorsqu'on achète un appartement en copropriété, qu'il soit neuf ou usagé, il y a un choc brutal, c'est la première assemblée de copropriétaires. Alors, si c'est déjà dans l'existant et que là, vous voyez des débats houleux dans une assemblée de copropriétaires, mais je l'achète dans une immeuble, c'est des fous ici. Comment puis-je sortir? Donc, le rêve vient d'être cassé. Lorsque c'est nouvellement construit, la première assemblée de copropriétaires, après la perte du contrôle du promoteur, c'est l'annonce que les charges communes vont tripler. Ah, ça n'avait pas été prévu dans mon budget. C'est pas normal. Alors, les copropriétaires deviennent des locataires, des revendicateurs, de gens qui disent on ne peut pas majorer plus les charges communes. Donc, le volet de l'éducation, parce que s'il n'y a pas d'éducation en amont, on peut bien faire le cadre législatif le plus parfait. Les gens ne comprennent rien. On peut bien leur donner des iPads en leur disant vous avez accès à l'information, mais si on ne sait pas ce que c'est une copropriété. Donc, il y a un volet d'éducation. Maître Monstein disait oui, mais c'est bien, vous avez un conseil d'administration au Québec, mais qu'est-ce qu'en connaissent de la gestion courante d'une copropriété? Voilà, justement, est-ce que vous arrivez à recruter des gens pour le conseil d'administration? Combien de copropriétés il y a avec un conseil d'administration digne de ce nom? Bien, digne de ce nom, on ne sait pas ce que c'est le digne de ce nom, mais alors vous avez des typologies d'administrateurs. On a ce qu'on appelle les Napoléon Bonaparte, ceux qui rêvent depuis leur jeune âge de diriger quelque chose.
et d'imposer leur réalité. Vous avez l'administrateur par défaut, comme dans un encan, qui s'est gratté l'oreille et finalement a été élu administrateur sans trop savoir ce qui se passait. Alors, vous avez, bon, évidemment, les bons administrateurs, des gens qui sont responsables, qui peuvent avoir une éducation parfaite, mais qui ne connaissent rien à gérer un actif de 40 millions de dollars. Ils ne peuvent pas le savoir parce que le promoteur ne leur a même pas donné un carnet d'entretien de ce bâtiment, ne leur a pas dit finalement que la génératrice est sur tel niveau. Alors, souvent, de plus en plus, les administrateurs, par défaut, se disent, et c'est des fois la question que nous est posée, est-ce que ce serait possible qu'on n'ait pas de conseil d'administration et qu'on ait un gestionnaire? Ah, je dis, on va rentrer la loi GEP, on va revenir à la France. Et peut-être que c'est un hybride. Moi, je pense que le régime nord-américain de créer une imputabilité des administrateurs, c'est une bonne chose, mais d'avoir l'obligation, pour les comités de grande taille, d'avoir des gestionnaires professionnels. Et effectivement, nous sommes très envieux du système belge parce que la Belgique, et c'est ce qu'on revendique auprès du ministère de la Justice, c'est de avoir des professionnels d'un ordre professionnel qui est là pour assurer la protection du public et qui rassure, somme toute, les copropriétaires sur le caractère d'éthique. Et chez nous, malheureusement, oui, on a des gestionnaires professionnels, mais... Et vous n'avez pas encore d'ordre professionnel, alors qu'en Belgique, c'est très facile de créer un ordre. Hein. Je veux dire, il y a une législation. C'est pas très facile de créer un ordre. Alors là, je peux... Ouais, ben là, on va laisser pas en Belgique, au Québec. Je veux dire. Oui. Non, au Québec. Non, là, au Québec, on a un code de pression. Excusez-moi, j'ai lapsus. Complexité. Je pense que le dernier ordre professionnel, c'était l'ordre professionnel des sages-femmes. Et c'était le dernier. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait... Donc, et évidemment, la question, c'est de se dire, puisque un ordre professionnel au Québec, la mission première, c'est d'assurer la protection du public. Ce n'est pas très corporatif, nos ordres professionnels. Et on pense qu'en quelque part, oui, c'est un modèle. Et souvent, on cite comme exemple la Belgique, hein, en disant, écoutez, il y a une expérience très concluante. Nous, actuellement, on n'est pas dans le débat d'une perte de confiance vis-à-vis des gestionnaires, sauf lorsqu'ils partent avec les fonds de la Courité de façon délicate. Mais globalement, on n'a pas... Mais évidemment, plus le bâtiment va vieillir, plus la complexité va être importante, plus les bâtiments... Vous savez, lorsqu'on fait une tour de dizaines d'étages, c'est complexe de gérer une tour de cette taille-là. Alors, les conseils d'administration n'ont pas les compétences, donc ça prend des gestionnaires. Juste un mot, s'il vous plaît. Oui. Juste un mot. On est très content d'avoir un ordre et on pense qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, malheureusement, parce que l'Europe déteste les ordres professionnels. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est pour... La concurrence. Non, pas une question de concurrence. C'est le fait qu'on puisse traverser l'Europe et aller exercer nos métiers dans toute l'Europe et la circulation donc, des travailleurs. Donc, beaucoup au niveau européen estiment qu'un ordre est un frein à ce genre de choses. Ce qui n'est... Nous, on ne le pense pas. On serait pour que tous les pays aient un ordre, mais effectivement, il y a la question de l'accès à la profession et il faut harmoniser l'accès à la profession. Par exemple, en Belgique, malheureusement, ce n'est pas nous qui l'avons choisi parce que quand même, on a les politiciens derrière. Pour devenir agent immobilier en Belgique, il faut avoir un bac +3, faire 1 an de stage chez un professionnel et puis vous avez un examen organisé par l'ordre. Et in fine, donc c'est nous qui disons si vous êtes agent immobilier, courtier ou syndic. On aurait trouvé plus normal, par exemple, qu'on fasse des études d'agent immobilier et puis qu'on devienne agent immobilier comme on fait des études de médecine pour devenir médecin. Mais ça, c'était trop simple. Hein. Et donc, voilà. Mais c'est beau, mais je pense que malheureusement, en Europe, c'est difficile. Et il faut savoir, puisque bon, il y a une organisation quand même européenne de syndics qui existe aussi, que nos amis polonais, par exemple, ont été dérégularisés. Et ils pleurent. Hein. Pour l'instant, pour eux, c'est vraiment la catastrophe. Quoi. Donc voilà. On ne craint pas trop en France le gestionnaire polonais encore dans les cabinets de syndic. Mais au niveau, je dirais, du logement social, est-ce qu'il n'y a pas une technicité supérieure en fait des syndics de bailleurs sociaux sur les copropriétés et donc une meilleure confiance, je dirais, dans la gestion de l'immeuble? De la part des copropriétaires? De la part des copropriétaires. Alors, de la part des copropriétaires, non. Non. Pas parce qu'il n'y a pas de technicité au niveau du bailleur social. Au contraire, dans la mesure où on fait bénéficier au service syndic du bailleur social
social des compétences techniques des responsables techniques du bailleur. Donc de fait, il y a une plus grande technicité sur la définition, la conduite des projets de travaux, ça c'est certain. Après, la confiance des copropriétaires, elle se joue pas là. Et les copropriétaires sont plus souvent un peu... peut-être que vexé est un terme un peu dur, mais c'est un peu le cas, d'avoir un syndic qui est bailleur social. C'est pas vécu comme quelque chose de très valorisant pour eux. Et c'est une difficulté qu'on a au quotidien avec les copropriétaires qui ont envie de s'émanciper, d'être de vrais copropriétaires et d'être gérés par Foncia. Hein. En gros, il y a quand même un peu ce phénomène, malheureusement. Et du coup, la compétence technique qu'effectivement on a, et qu'on a aussi en termes juridiques. On a aussi des services juridiques très importants. Je pense qu'on en parlera, mais sur la définition des nouvelles résidences, on est très vigilant sur les montages, on est très vigilant sur les divisions en volume qui en général sont pour nous un problème de complexité, de gestion future de la résidence. Donc là-dessus, on essaye au maximum, quand on le peut, de discuter avec les promoteurs pour avoir des montages qui sont le plus proches, enfin, qui sont des copropriétés. Tant qu'on peut faire des copropriétés, on le fait, puisque pour nous, c'est beaucoup plus simple à gérer par la suite. Donc voilà, c'est des compétences que le bailleur social a en plus dans l'exercice de son métier de syndic, mais qui ne sont pas reconnues par les copropriétaires en général. C'est une excellente transition pour donc donner la parole cette fois-ci à un sociologue. Alors je définis Michel Bonetti, enfin pour ne pas me tromper, hein, sociologue urbanisme avec compétences en gestion de l'habitat et gestion urbaine. Vous avez fait un ouvrage qui s'appelle « Le bricolage imaginaire de l'espace ». Ça, j'ai beaucoup aimé ce titre. Vous avez été directeur d'un labo de sociologie urbaine au générative, sociologie urbaine générative dans le cadre du CSTB. Et vous êtes aujourd'hui directeur d'un labo qui s'appelle le Sens Urbain. Et vous êtes accessoirement consultant et en projet d'aménagement ou en renouvellement urbain. Bon, la vision du sociologue dans tout ça, la vision du sociologue par rapport à l'existant et la vision du sociologue par rapport à ce qui se crée aujourd'hui. Hein. Parce que s'il y a des bailleurs sociaux comme Coopération et Famille qui sont regardants, je dirais, qui font attention à ne pas créer des choses à ne pas créer des monstres, très souvent aujourd'hui, en fait, dans les nouveaux projets, on crée des monstres. Oui, on a tendance à créer du complexe. Oui, juste par rapport aux difficultés auxquelles les copropriétés sont confrontées, je pense que vous vouliez parler aussi, il demandait de parler un peu du rôle des collectivités territoriales. Je crois qu'il faut vraiment prendre ça comme un système. Hein. C'est-à-dire on a un système d'acteurs dont les composantes et les interactions posent problème. Vous n'allez pas dire c'est tel ou tel acteur, mais c'est l'ensemble qui est un peu fou en définitive. Et je voudrais juste évoquer deux points qui ont déjà été évoqués. D'ailleurs, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On a vraiment un déficit de culture à la fois de propriété, comme vous l'avez déjà, et puis un déficit de culture technique. Mais alors, ce déficit de culture technique est largement partagé. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai travaillé au Centre scientifique du bâtiment, donc avec un peu les stars en matière de technique du bâtiment. C'est quand même affligeant parce qu'à tous les étages, quoi, on a effectivement des copropriétaires qui, eux, n'ont pas de culture technique. Juste une anecdote, moi j'avais une collègue comme ça qui je sais pas, on discutait, enfin elle m'avait invité, je dis tiens, dans ta cuisine, est-ce que tu as des prises d'aération parce que effectivement je vois que tu as une cuisinière gaz. Elle me dit mais pourquoi, à quoi ça sert? Bon, et je pense que 80% des gens sont totalement ignorants du fait qu'ils risquent leur vie si leur prise d'aération, c'est quand même à ce niveau-là, quoi. Alors, sans parler sur d'autres plans, bien entendu. On a un déficit technique. Alors, je suis désolé chez les syndics. Hein, moi, ayant un peu de compétences techniques, je supplée en quelque sorte, parce que donc je suis copropriétaire au conseil syndical, je supplée l'incompétence du syndic qui nous emmène dans le mur, parce qu'il y a effectivement, à différence des bailleurs sociaux, dans un syndic qui doit à peu près de votre importance, que je nommerai pas, il n'y a pas un seul technicien. Alors effectivement, il y a des architectes qui sont mandatés, etc. Mais je veux dire, on ne va pas les mandater quand il y a 10 000 euros de travaux pour n'importe quoi, etc. Et donc on a ce déficit technique.
Je ne reviendrai pas aussi sur le problème qui a été très très bien exposé du statut du droit de la propriété, hein, le droit absolument imprescriptible en France, avec des effets très, très problématiques, parce que justement, par exemple, sur le problème d'intervention des collectivités locales, beaucoup d'élus n'osent pas intervenir dès lors que c'est sur un territoire de copropriété. Je peux donner l'exemple d'un maire, on travaille sur un projet de requalification urbaine, et le long de sa grande avenue, il y avait des copropriétés totalement à l'abandon. Et je disais au maire, mais vous ne pouvez pas laisser ça. Soit vous obligez la copropriété à requalifier ça. Il dit oui, mais ils sont en faillite. OK, ben vous le prenez en charge. Mais il dit non seulement il ne s'autorisait pas à exiger qu'il fasse quoi que ce soit, mais il ne s'autorisait pas à prendre en charge cette gestion du fait que la copropriété, il ne se sentait pas capable. Et ce qui est extraordinaire culturellement, c'est que je pense que les élus de gauche sont beaucoup plus respectueux du droit de copropriété que les élus de droite. C'est un paradoxe extraordinaire. Vous allez à Neuilly, à Saint-Cloud, je peux vous dire que le copropriétaire, il ne va pas pouvoir laisser sa clôture ou son portail délabré. Donc ça, c'était un préalable. Alors moi, effectivement, je pense peut-être revenir sur le problème majeur auquel on est confronté. Je ne parlerai pas dans des grandes villes et des quartiers effectivement très valorisés, des copropriétés qui ont beaucoup de moyens, etc. Mais des situations, je dirais, plutôt moyennes, dans les villes moyennes, les petites villes, etc. Et là, on est confronté en plus à un certain nombre de problèmes. C'est par exemple avec la défiscalisation, on se rend compte, il y a beaucoup d'accédants à la propriété, mais qui deviennent bailleurs en quelque sorte, qui achètent des logements qu'ils n'ont jamais vus, qui ne savent même pas où ils sont. Et on a comme ça, effectivement, des opérations qui se développent dans des villes plutôt en situation économique difficile, ou voire en crise. Et bien entendu, la copropriété se dévalorise très rapidement. Donc du coup, effectivement, c'est des gens pauvres qui viennent. Le propriétaire, il n'arrive pas à louer, etc. Voilà comment on a des effets de dégradation. C'est-à-dire tout le système défiscalisé depuis de Robien et les suivants, c'est une bombe à retardement. Hein. On a des quartiers comme ça qui sont en train de s'effondrer. L'autre chose, alors on est dans une situation tout à fait surréaliste. Bon, il s'avère que moi, je travaille beaucoup avec un certain nombre d'urbanistes sur des projets de rénovation urbaine, des grands ensembles. J'ai fait des évaluations pour l'ANRU de ces opérations. Et qu'est-ce qu'on a eu dans les années 60-70 ? On a créé des grands ensembles avec une imbrication des immeubles, avec des immeubles sur des dalles, avec du coup des réseaux entièrement solidaires. C'est-à-dire, si vous voulez toucher à un des immeubles, il faut tout restructurer tous les réseaux, ça coûte des fortunes. Bon, donc, dans le cadre de l'ANRU, on est en train de clarifier ça, c'est-à-dire les bonnes opérations, on sépare les immeubles, on supprime les dalles parce que c'est une source de gros problèmes. Ouais, une tendance effectivement à supprimer les dalles. Oui, et surtout avec le premier objectif déjà de clarifier l'espace public et l'espace privé. Parce qu'on a créé des univers où il y a confusion totale. Prenez les pyramides à Évry, c'est assez extraordinaire. Vous avez des parkings avec des jardins publics au-dessus sur les dalles de parking. Donc vous voyez, quand vous avez des fuites, quand vous avez des réseaux qui posent problème, qui est responsable de quoi? On a créé des situations ingérables. Et du coup, personne ne veut assurer la gestion de ça. Du coup, ça se dégrade. Et donc, comment on a créé les conditions d'une déstructuration rapide. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un côté, dans le cadre de la rénovation urbaine, donc on essaie de désintriquer ces univers, d'avoir des propriétés assez précises. Et dans les nouvelles opérations, on est en train de faire, on a développé dans l'aménagement les macro-lots de 400-500 logements, donc tout étant imbriqué. Et a fortiori, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, dans le cadre des écoquartiers, qui sont censés correspondre à des exigences de développement durable, on est en train de recréer des grands ensembles. C'est-à-dire, on est en train de refaire exactement sur le même modèle
refaire les mêmes modèles urbains que ce que l'on est en train de détruire, de corriger par ailleurs. On va alimenter la rénovation urbaine dans 20 ou 30 ans. Moi, j'ai déjà, je suis expert auprès de l'ANRU. Ok, ça fait marcher le PIB. Hein. J'ai déjà averti l'ANRU, il faut déjà prévoir l'ANRU 4 de rénovation des écoquartiers, puisque la plupart sont de nouveau dans ces imbrications d'espace, avec le développement de ce qui est évoqué des ASL et des AFU, et dans 80% des cas, j'imagine déjà quand les gens sont riches, c'est même pas sûr que ce soit simple, mais dès que les gens ont un peu de difficulté, c'est une catastrophe absolue. Et dans la rénovation urbaine, on est en train d'essayer de supprimer toutes les ASL, toutes les AFU pour justement, encore une fois, séparer la propriété, ne plus avoir des monstres de copropriété à 4 niveaux de 1500 logements, comme à Clichy-sous-Bois, où on a une grosse copropriété, j'oublie le nom, mais ça me reviendra, et le Chêne Pointu. Et on recrée ces systèmes. C'est du masochisme. D'où ça vient ? Il y a une irresponsabilité des collectivités, finalement, par rapport au développement de ces opérations d'aménagement. C'est-à-dire qu'on pense court terme, on ne pense pas du tout à la durée de vie, comme on évoquait tout à l'heure. On ne pense pas, on pense pas que ça va avoir une certaine durée, qu'après il faudra éventuellement déconstruire. D'abord, réhabiliter. Oui, une parenthèse au nom du développement durable. On dit il faut raisonner en termes de coût global. C'est à intégrer, faire un calcul sur 30 ans des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation. Je peux vous dire, l'avantage d'être vieux, ça fait 40 ans que j'entends parler de cet objectif et il n'y a aucun référentiel d'analyse. On le sait pour le chauffage ou le gaz, hein, là on a des exploitations effectivement bien identifiées, mais pour tout le reste, on est incapable d'analyser ça. On a un deuxième facteur. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé avec les villes et les bailleurs sur l'amélioration de ce qu'on appelle la gestion urbaine de proximité. C'est une question, moi je m'y intéresse depuis 30 ans, d'ailleurs au départ avec le logement français, c'est assez marrant. Depuis 30 ans, ça fait 10 ans qu'on commence à s'en préoccuper. Là, je suis en train de faire une étude sur les coûts de gestion urbaine pour le ministère de la Ville. On se rend compte qu'il n'y a aucune étude là-dessus. On ne sait pas. Les bailleurs savent effectivement. Donc en fait, on génère des coûts futurs comme ça. Alors, il y a alors, plusieurs facteurs qui vont jouer. Il y a une histoire de génération parce que moi, je vois les jeunes architectes, par exemple, quand on leur explique que les grands ensembles, ça pose tel problème, on ne leur a pas appris ça dans les écoles. Donc il y a une nouvelle génération qui n'a même pas la mémoire de ce désastre, je dirais, en quelque sorte. On a le fait que j'ai constaté dans certaines villes, ce qui est quand même succulent, où ils font un projet de rénovation urbaine du grand ensemble, ils font un écoquartier juste à côté. Et dans l'écoquartier, ils font l'inverse de ce qu'on fait dans le projet de rénovation urbaine, c'est qu'ils recréent tous les problèmes qu'on est en train de donc, chercher l'erreur. Et on se rend compte, alors, que ce soit dans les villes ou chez les aménageurs, ce n'est pas les mêmes équipes qui vont travailler sur la rénovation urbaine d'un côté et qui vont travailler sur les nouveaux projets de l'eau. Je vous cite une citation du maire de Vaux-en-Velin qui est quand même extraordinaire. Ils avaient un projet d'écoquartier. Donc ils font un concours, puis un architecte qui lui présente un projet. Et le maire dit, mais attendez, excusez-moi là, votre projet, c'est la copie conforme du quartier, de tel quartier qu'on a démoli il y a 5 ans. On a démoli il y a 5 ans. Et c'est aujourd'hui, hein, je peux vous dire, alors sans parler, Dieu sait si les problèmes de sécurité sont à l'ordre du jour, mais on est en train de reconstituer donc des parkings souterrains non gérés, non gardés, qui sont des lieux de recel très rapidement. On a des passages sous porche, on a des cœurs d'îlots, on a même des cœurs d'îlots parfois qui sont mix ville-bailleur.
villes copropriétaires. Donc, il y a un cas comme ça à Bordeaux, où donc, vous imaginez que dès lors qu'il y a des jeunes qui investissent là, les copropriétaires vont dire mais nous, on ne veut pas financer l'investissement. S'il y a des dégradations, ils vont refuser de payer, ou bien ils vont dire bon, on ferme tout. Donc, voilà comment on crée des... Et dernier point, excusez-moi, sur l'enjeu, puisque ça a été évoqué, il y a un objectif avec la loi SRU de favoriser la mixité sociale, qui est une très bonne chose. Donc, effectivement, dans les nouvelles opérations, on voit plutôt un objectif, notamment des villes, d'avoir 20 à 30% de logements sociaux. Mais moi qui travaille sur les enjeux de mixité sociale, on va faire ça, mais on ne réfléchit pas à comment favoriser la cohabitation entre des ménages plutôt aux revenus modestes, voire d'origine étrangère, qui ont souvent beaucoup d'enfants, par rapport aux couches moyennes qui auront très peu d'enfants. Et on a des quartiers concrets. Et qu'est-ce que vous voyez ? Alors, il y a parfois un très grand parc à 600 mètres, 800 mètres, très sympa, où les gens vont le dimanche, mais les gens n'accompagnent pas leurs gosses à 4 heures de l'après-midi au parc. Et moi, j'ai des magnifiques photos de gosses de 5-6 ans qui jouent où ? Dans les parties communes, dans les parkings et dans la rue. Parce qu'on n'a pas prévu le petit espace collectif de proximité qui permet aux enfants de jouer là, quelques petits jeux, etc. Et on crée donc les conditions d'aggravation des tensions sociales. Alors, l'objectif de mixité sociale qui est aujourd'hui un peu prioritaire, est-ce qu'il est aujourd'hui géré, je vais vous donner la parole, mais est-ce qu'il est aujourd'hui géré d'une manière intelligente, je dirais, dans les développements qui se font dans le contexte dans l'univers des bailleurs sociaux ? Les bailleurs sociaux, la mixité sociale, ils la créent de deux manières. Sur la vente HLM, où là, on a développé, comme tous les bailleurs quasiment, des modalités de formation, de livret de formation pour les nouveaux acquéreurs. Voilà. Et après, c'est sur les nouvelles constructions, où là, on est plutôt soumis aux règles de la VFA, puisque c'est essentiellement là que se crée la mixité sociale aujourd'hui, où on acquiert une part des logements qui sont construits dans les villes. Et là, pour le coup, la mixité sociale... Elle ne se gère pas par la suite. C'est ça que je veux dire. Elle se crée de fait, mais après, elle n'est pas suivie. Ouais. Et les collectivités surveillent ça d'une manière intelligente, elles ? Alors, c'est très variable. Il y en a qui en sont tout à fait conscientes, mais je peux vous prendre l'exemple du quartier Confluence à Lyon, qui est le écoquartier phare, etc. Moi, j'ai demandé, par exemple, au chef de projet, on était dans un débat comme ça, un colloque, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait pour favoriser la mixité, la cohabitation des ménages ? Il m'a répondu, sérieux, vous savez, on a fait appel à des très grands architectes européens. D'accord. Et j'ai pas pu avoir un mot sur comment ils avaient réglé. On sait que les lieux sensibles, c'est les parkings, on sait que c'est les cœurs d'îlots, on sait que c'est effectivement l'enjeu d'avoir des espaces de proximité. Bon, la chance, c'est qu'à Confluence, comme c'est au bord de la Saône, donc c'est un lieu, il y a des espaces, etc. Mais quelque part, ils l'ont peut-être même pas fait exprès, quoi. Mais bon, ça crée les conditions d'une certaine convivialité, il faut reconnaître. Yvan Derwen, un mot ? Oui, quand je vous entendais tantôt, je pense qu'effectivement qu'il y a un point vraiment très important au niveau de la copropriété, c'est l'entretien des copropriétés. Et le modèle québécois d'imposer un fonds de prévoyance, comme ils disent chez eux, un fonds de réserve chez nous. Chez nous, ce n'est pas une obligation à l'heure actuelle. L'obligation qui est, c'est que le syndic doit présenter à chaque assemblée générale, chaque année, un plan d'investissement à moyen ou à long terme pour maintenir. Mais bon, les Belges, on a une brique dans le ventre, comme on dit. Il faut savoir que quand même, tous les immeubles copropriétés de plus de 50 ans, il y a 82% qui ont été rénovés de ces copropriétés-là. Donc il y a vraiment un gros travail. Des copropriétés qui tombent en faillite, moi, je ne connais pas ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une copropriété qui s'écroule et ce genre de choses. Enfin, on a eu un cas
où les balcons d'une copropriété se sont effondrés. Le syndic, ça faisait 20 ans qu'il disait qu'il fallait faire des travaux. Et l'Assemblée générale refusait chaque année de faire les travaux. Et puis pour finir, ils sont tombés. Voilà. Alors j'avais encore une toute petite remarque pour les syndics, parce que moi j'aime bien défendre les syndics. On est des couteaux suisses, nous, les syndics pros. On doit être à la fois technicien, et vous étiez triste parce que le vote n'était pas très technicien. On doit être à la fois comptable, parce que la comptabilité en copropriété, c'est important. On doit être à la fois juriste, du moins la loi sur la copropriété. On doit être psychologue, certains diront psychiatre, pour tenir les assemblées générales. On doit être tout ça. OK, moi je veux bien, mais moi je veux recevoir la rémunération qui correspond à toutes ces qualités-là. Et je pense que croire qu'on paye cher un syndic et qu'il va nous coûter plus, ça c'est une grosse erreur. Moi je pense que si vous payez un professionnel convenablement pour faire bien son boulot, d'une part, on ne va pas devoir faire appel nécessairement à des experts extérieurs et ce genre de choses. On a eu un problème en Belgique qu'on a toujours, mais le fait de toucher des commissions occultes auprès des fournisseurs et ce genre de choses, je suis sûr et certain que ça existe au Québec et en France. Non. Non, mais il est bien de mettre de temps en temps les pieds dans le plat. D'abord, nous, on en chope un, c'est fini, il arrête de faire son métier, il ira faire autre chose. On en a quand même 3 sur les 4 dernières années. C'est des cabinets, ils sont radiés d'office, on ne discute même plus avec ces gens-là. Et on a pris une décision au niveau du Conseil national de l'IPI, puisqu'on a aussi la personnalité juridique. Si maintenant on vient à radier un de nos membres syndics parce qu'il a touché des commissions occultes, et s'il touche des commissions occultes, c'est peut-être parce que ses honoraires sont trop bas. Enfin, c'est des longues discussions. D'abord, on va le poursuivre, lui, au pénal, et le fournisseur. Et on se base sur un article de la loi belge qui est la corruption privée. Et quand il y a corruption privée, il y a un corrompu et un qui corrompt. Donc, on a décidé de poursuivre les deux pour éviter ce genre de problème. Mais donc, voilà. Bien. La vision à long terme est primordiale. Peut-être, si vous me permettez. Un petit mot. Il y a une notion qui, pour nous interpelle beaucoup, c'est la notion d'équité intergénérationnelle de copropriétaires. Parce que le modèle de l'État, c'est-à-dire de pelleter en avant, comme on dit si bien, les déficits d'année en année, parce que je pense que c'est une réalité ici en France. Nous, on est plus choqués par cette question-là. On essaie de ne pas faire des déficits. L'État essaie de minimiser les déficits. En copropriété, les gens n'ont pas les moyens d'avoir des déficits d'exploitation. Et généralement, on camoufle ces déficits d'exploitation par les insuffisances de fonds de prévoyance. Sachez qu'au Québec, depuis 1994, les fonds de prévoyance sont rendus obligatoires. On a fait un sondage il y a 1 an qui démontrait qu'un syndicat sur 2 est en insuffisance de fonds de prévoyance. Donc, malgré le cadre législatif de dire on doit provisionner, tant aussi longtemps que la pression ne sera pas suffisante à l'égard de la transaction, c'est-à-dire que si l'acheteur savait exactement ce qu'il est en train d'acheter, est-ce qu'il achète un actif ou un passif? Et c'est triste à dire, mais il y a des copropriétés aujourd'hui où c'est presque rendu un passif dans certains quartiers de Montréal, des cas d'exception, je vous dirais, parce qu'il y a plus de travaux que la valeur transactionnelle. Mais l'acheteur ne le sait pas. Donc, tout ça, les gens ont tendance généralement à dire, bon, on passera la problématique au prochain, sans perdre de vue non plus, parce que ça devient une réalité au Québec, que 30 des appartements dans le centre-ville de Montréal sont rendus des appartements en location. Et l'intérêt d'un copropriétaire bailleur n'est pas du tout le même que le copropriétaire qui en fait son toit. Celui-ci cherche le rendement à court terme. Il y a des copropriétaires également qui sont là pour 1 an ou 2 ans qui veulent se mettre de l'argent dans les poches sur la plus-value de l'appartement. Et vous avez le type, la dame, qui a acheté en disant « Je suis heureux de vivre ici pour les 10 prochaines années ». Bien, il y a une dynamique un peu conflictuelle à travers tout ça, mais qui n'est pas du Québec, mais qui est universelle, il ne faut pas se le cacher. Là. Bien, il est midi presque, il est presque admis. On n'a pas laissé beaucoup de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions pressantes qui peut d'ailleurs être dirigées vers les intervenants de la précédente table ronde, éventuellement, avant qu'on parte déjeuner? Là-bas. Oui, bonjour, Bruno Georges, bureau d'études ITF.
Ma question est au sociologue. Quand il fait son propos liminaire en disant qu'il y a une non-compétence de la part ou un déficit de compétences de la part des syndics de copro eux-mêmes et une absence de compétences de la part des copropriétaires, j'aimerais qu'il précise son propos. Est-ce que ces gens-là doivent devenir compétents à la place des compétents ? Et ça me semble une folie, parce que c'est pas possible. On fait une rénovation de copropriété, c'est quelque chose de très complexe, enfin de complexe, on va dire. Et donc ces compétences, ça doit être géré par des spécialistes. Est-ce que le propos, il serait pas plutôt de dire, de faire comme, je sais pas, comme avec la voiture, hein. Moi, je m'y connais rien dans les injections ou le carburateur de ma voiture. Je sais pas ce que c'est. N'empêche que j'ai pas de problème. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de délégation aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de limite de compétences ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, et c'est ce à quoi on milite, nous, dans Sinov, notre syndicat, de posture des ingénieurs et des architectes qui ne sont pas pédagogiques quand ils transmettent leurs études ? Mais je pense que dire que les gens sont compétents, ça ne suffit pas. Il faut expliquer comment il faut faire pour que ça marche quand même avec des gens incompétents, puisque de toute façon, ils le sont. Non, mais soyons clairs, hein. Moi je pense, pour avoir travaillé beaucoup et travailler encore beaucoup avec les ingénieurs techniciens, et ils sont totalement indispensables. Mais le problème que l'on voit, d'abord, c'est pour que le copropriétaire ait un minimum de compétences pour être un minimum conscient des enjeux. Je veux parler simplement de ma copropriété. On est 4 moyens, 4 sub, donc vraiment, la plupart des gens, bac plus 5 ou bac plus 8. Sauf que l'immeuble a 80 ans, on est quelques-uns à dire qu'il faudrait peut-être faire une vérification des toitures. On mobilise un technicien qui dit bon, les toitures, effectivement, sont en train de fuir. Mais je peux vous dire qu'il y a un tiers des copropriétaires qui ne voyaient pas l'intérêt de ces travaux. Ils ne voyaient même pas que leur bien allait se dégrader très rapidement, hein, quand l'eau commence à s'infiltrer un peu partout. Donc c'est pour qu'ils prennent un peu conscience et qu'ils voient l'intérêt de l'investissement. C'est aussi dans l'acculturation, ça a été dit d'ailleurs ce matin, les gens ont une vision des immeubles comme étant éternels. Et d'ailleurs, c'est justement en termes d'imaginaire, ils ont le sentiment d'avoir une protection éternelle contre l'angoisse de mort, etc. Sauf que ils ne peuvent pas se rendre compte de la nécessité d'un entretien régulier, etc. D'où cette nécessité-là. Et chez les syndics, alors je ne dis pas tous, moi il s'avère que j'ai eu affaire à 2 gros cabinets, très gros cabinets, les plus importants sur la place de Paris, ils étaient dans une incompétence totale. Et ne serait-ce que d'avoir une compétence de commande. C'est-à-dire, quand on fait des devis, ils sont dans l'incapacité d'évaluer la pertinence du devis. Donc, c'est ce qu'on appelle les capacités de maîtrise d'ouvrage. Il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage technique chez les syndics. Ne serait-ce qu'on peut passer commande aux bons ingénieurs, aux bons techniciens. Cet aspect-là sera abordé dans une table ronde un petit peu après, cet après-midi. Hein, on y reviendra là-dessus. Je pense que ce qu'on peut dire quand même, la comparaison avec la voiture, c'est que la voiture, vous avez des voyants qui s'allument. Et vous avez un mode d'emploi et vous avez un manuel d'utilisation quand le voyant s'allume pour savoir qu'est-ce que vous faites. Oui, puis il y a aussi une grosse différence, c'est qu'une voiture, vous avez un volant, généralement vous avez un leader qui conduit, une copropriété, on retombe sur une communauté, c'est-à-dire que des fois c'est 800 personnes qui tiennent le volant et ça change absolument tout. Quant aux aspects techniques, je pense qu'il faut que vous changiez de syndic parce que honnêtement, je pense qu'il y a quand même une capacité technique en France assez importante et il faut qu'on en soit fier. Je le dis en étant allé voir au Québec. Et je ne me permettrai pas de dire qu'au Québec, ils ne sont pas techniciens. Je pense que les gestionnaires n'endossent pas ce rôle. C'est un choix délibéré. Ils font appel à des experts. En fait, tout dépend de ce qu'on demande aux syndics. Hein. Tout est relatif. Mais la différence avec la voiture qui est très bonne, c'est vraiment que la décision, elle n'est pas facile à prendre parce qu'elle est forcément partagée. Et je vous prie de croire que 3 personnes qui tiennent un volant, la voiture, elle ne va pas rouler correctement. Et c'est donc plus de la sociologie que de la technologie. Quant aux audits technologiques, carnets d'entretien, etc., ça existe. Sociologue, d'ailleurs. Mais après, il y a toujours à progresser sur un plan technique. Bien. Oui, s'il vous plaît.
Concernant ce qui vient d'être dit par M. Georges, les copropriétaires qui découvrent un problème dans leur logement sont des bons indicateurs pour alerter le syndic. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chacun a son métier. Le syndic, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui fait du juridique, c'est quelqu'un qui gère la copropriété. Les travaux, les technicités, c'est du domaine des ingénieurs et des architectes. Et pour le coup, lorsqu'il y a un problème, quand vous regardez, il y a un cahier des charges de l'Agence parisienne du climat qui est très bien fait pour faire des audits, pour faire des diagnostics. Et à partir de ces éléments qui sont très bien faits, vous pouvez faire des analyses. Alors, oui, il y a trois mains là qui sont levées. Il y a 3 mains. Je les ai pas vues. Ici. Pardon. Ah. Merci. On vous oublie pas, hein, j'ai bien vu. Et là-bas derrière. Très rapidement. J'étais assez d'accord sur l'aspect démocratie souligné par Étienne Decqueré et par l'aspect éducation des copropriétaires souligné par Maître Jolicoeur. Et je voulais savoir justement, je pense qu'on n'explique pas assez aux copropriétaires quelles sont les obligations, comment ça fonctionne, que ce soit en France et je pense peut-être au Québec. Je voulais savoir si en Belgique, l'IPI faisait des choses, s'il y avait des démarches différentes au moment de la signature chez le notaire, au niveau de l'entrée dans la copropriété. Est-ce qu'il y avait une démarche qui était faite pour éduquer, parce qu'on est dans l'humain, éduquer les copropriétaires? Okay. Pas l'IPI. L'IPI, c'est un ordre, donc on s'occupe que les syndics professionnels. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a des associations professionnelles qui existent en Belgique, comme la FNAIM ou, excusez-moi, l'UNIS et ce genre d'associations. Oui. Bon, maintenant, un rôle d'éducation vers le copropriétaire, pas vraiment. Maintenant, il y a des syndics qui prennent eux-mêmes l'initiative de fournir à un nouvel acquéreur le fonctionnement de la copropriété, avec des simples choses, hein, quand il faut sortir les poubelles, où il faut les mettre, comment on fait le recyclage, enfin ce genre d'informations. Vous avez un nouveau copropriétaire, un nouveau locataire, il ne connaît pas comment fonctionne la copropriété. Donc il y en a qui fournissent ce genre de choses. Les syndics professionnels, eux, ils ont une formation professionnelle obligatoire chaque année. Hein, donc ils sont obligés d'aller suivre un certain nombre d'heures de formation permanente. S'ils ne le font pas, ils risquent de nouveau de perdre leur accès si, en plus de ça, vient un autre problème. Mais bien, le copropriétaire, ça bouge quand même beaucoup aussi. Voilà, une dernière intervention, mais vraiment la dernière. Il y a monsieur là, il y a monsieur là qui avait levé la main un petit peu plus tôt. Oui. Alors une, voilà. Parce que... Si on faut en prendre qu'une, c'est monsieur. Bon, intervention rapide, je suis Joël Gauthier, président de l'ARMEC, que je pense que la copropriété connaît, association rennaise pour la maîtrise de l'énergie dans les copropriétés, et en même temps président d'une copropriété 300 logements. Nous appliquons la règle des 3 C, confiance, compétence, contrôle, qui est la base de la philosophie de l'ARMEC. Et le deuxième point important, c'est que tout travail mérite salaire. Et je remercie Yves Van Hermen d'avoir parlé du salaire ou des honoraires du syndic, car s'il n'y a pas un salaire à la hauteur de la prestation, ce n'est pas possible. Or, en France, je ne parle que de la France, je vois les copropriétaires qui essaient toujours de tirer vers le bas, que ce soit les travaux, que ce soit les honoraires, que ce soit les missions. Ça, c'est important. Et cet après-midi, je crois qu'on parle de la rénovation énergétique plus spécifiquement. Sur ce point-là, nous proposons, pour toute opération qui est une AMO, car, je parle de France, il n'y a pas de compétences suffisantes côté syndic, du point de vue technique, et il n'y a pas non plus du côté syndical copropriétaire. Donc, il faut qu'il soit assisté d'une AMO dès le départ. Et on parlera de la suite après. Oui, alors donc il faut en laisser un peu pour cet après-midi. Donc voilà. On peut les applaudir. Oui. Et merci. donc on se retrouve. Merci vraiment. Merci Alain. Merci à tous.